Bienvenue dans Une semaine dans le monde sur France 24. On fait le tour des unes internationales de la semaine avec nos éditorialistes. Patricia Lémonière est avec nous ce soir. Bonsoir. Patricia, grand reporter, auteur de Au cœur du chaos, la guerre racontée à ma fille. En face de vous, on devrait avoir la une de votre livre, Patricia, mais je ne l'ai pas vu passer. Bon. Mr. T est avec nous, dessinateur, Cartooning for Peace. La voilà, Au cœur du chaos, donc Patricia Lémonière. Mr. T, dessinateur, donc Cartooning for Peace, est avec nous ce soir. Bonsoir. Ziad Limam est avec nous, directeur du mensuel Afrique Magazine. La une, cette semaine, Gabon, le coup de la liberté. Et voilà. Le coup de la liberté, donc avec un point d'interrogation. On l'a bien noté. Virginie Perronneau est avec nous cette semaine. Bonsoir Virginie, journaliste à la rédaction internationale de Radio France, ancienne correspondante à Moscou. Au sommaire, ce soir, Volodymyr Zelensky, qui était à Grenade lors du sommet de la communauté politique européenne, a mis en garde contre les velléités de Poutine d'étendre son agression. Le président ukrainien s'inquiète des élections aux États-Unis et de leur impact sur l'aide américaine à l'Ukraine. La France a promis un soutien sans faille. Madrid va envoyer des lance-missiles supplémentaires et Berlin livrer à Kiev un nouveau système de défense antiaérienne patriote. À Washington, c'est un peu le chaos à Capitol Hill. Le speaker républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, évincé par les Trumpistes de son propre camp. Donald Trump, qui a évoqué un moment l'idée d'occuper temporairement le poste, soutient un des potentiels successeurs, Jim Jordan, qui est le représentant de l'Ohio. L'Arménie, après la défaite du Haut-Karabakh, qui accueille les 100 000 réfugiés arméniens, qui craint maintenant pour sa sécurité alors que l'Azerbaïdjan est en position de force. La ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, a annoncé un soutien militaire de la France à l'Arménie. Mais il n'est pas question de sanctions contre Bakou, a précisé Emmanuel Macron. Haïti, avec la décision du Conseil de sécurité de l'ONU de déployer une force d'intervention coordonnée par le Kenya. Nairobi est prêt à envoyer 1000 soldats. La Jamaïque, la Barbade, les Bahamas et Antigua vont participer en hommes. Les États-Unis apporteront 100 millions de dollars. La Chine et la Russie se sont abstenus. Une résolution à portée historique pour le chef de la diplomatie haïtien. Et on démarre avec l'Ukraine et cette présence de Volodymyr Zelensky au sommet à Grenade hier pour ce fameux sommet de la communauté politique européenne. C'est une communauté beaucoup plus large que l'Union européenne puisqu'elle comprend une quarantaine de pays. Le président ukrainien a cherché un soutien européen, d'autant plus qu'il est inquiet d'un désengagement américain. On écoute Volodymyr Zelensky. Avec vous et nos partenaires, nous avons déjà accompli des choses qui semblaient impossibles, trop nombreuses. Ensemble, nous avons défendu l'Ukraine. L'Europe est plus indépendante de la Russie que jamais. L'Europe a véritablement prouvé qu'elle avait le droit d'être une référence mondiale en matière de protection de la liberté humaine et du droit international. Zelensky compte sur l'Europe, Patricia, d'autant plus qu'effectivement aux États-Unis, il commence à y avoir l'aile droite du Parti républicain qui s'oppose vivement à l'aide à l'Ukraine. Donc on est vraiment à un moment important pour l'Ukraine. Oui, effectivement, on est à un moment important. Ce qu'il est bon de rappeler, c'est que l'aide à l'Ukraine, l'Union européenne, si on prend toute l'aide financière, budgétaire, économique, plus l'aide militaire, on est à peu près à 85 milliards et les États-Unis à 70. Par contre, si on prend le plan militaire, effectivement, les Américains sont bien au-delà de ce que peuvent donner les Européens. Et Borrell a bien dit, on ne va pas se substituer aux États-Unis, voilà. Quand même, le chef de la diplomatie européenne. L'Europe, là, pour l'instant, fait corps quand même derrière le président ukrainien. Mais il agite cette peur du lâchage américain. On avait eu un avant-goût de ce lâchage avec Trump, souvenez-vous. Donc, alors que tous les Européens, les Allemands, tous les Polonais se mettent sous le parapluie américain, eh bien, Volodymyr Zelensky rappelle que ce parapluie, il peut faire défaut. Et en ce sens, il donne de l'eau, enfin, ou des grains à moudre plutôt, au président Macron qui ne cesse d'appeler, effectivement, à l'autonomie un peu stratégique européenne. Ziad, effectivement, Emmanuel Macron a dit qu'il a promis un soutien, je cite, sans faille aussi longtemps qu'il le faudra, c'est ce qu'il a dit à Grenade. Soutien de Madrid aussi avec l'envoi de lance-missiles supplémentaires. Soutien de Berlin qui s'engage à livrer à Zelensky un nouveau système de défense antiaérienne. D'ailleurs, c'est ce qu'il souhaite. Zelensky, c'est plus de défense antiaérienne. Mais là, effectivement, les Européens doivent être vraiment soudés, encore plus, parce qu'il y a cette aide américaine qui est un peu en suspens. C'est-à-dire qu'on réalise et on comprend tous les jours un peu plus que c'est une guerre européenne. C'est-à-dire que ça se passe chez nous. Alors on a vécu à un moment
dans cette espèce de réalité parallèle où la guerre était largement prise en charge par les Américains. Et d'un seul coup, plus le temps passe, plus on voit que c'est chez nous, c'est à quelques kilomètres, que les missiles sont là, que l'engagement est le nôtre. Mais comme on n'a jamais voulu répondre dans l'Union européenne et dans cette communauté politique qui était à Grenade, on n'a jamais voulu répondre sur le fond de l'autonomie stratégique parce qu'elle divise les pays de l'Est, Pologne, etc., ne veulent pas entendre parler d'autonomie stratégique. Les Français la poussent, mais les Allemands ont des intérêts divergents, en particulier sur le plan économique, alors que la stratégie et l'économie, ça se retrouve toujours assez vite. Les gros sous et les missiles, c'est jamais très loin. Donc on voit à quel point on est divisé, et il y a un vrai vertige, parce que on s'aperçoit aussi que cette guerre, elle dure, qu'elle va durer, que les Russes, visiblement, tout leur message, en gros, c'est de dire on va prendre notre temps. On est invincible, a dit, je crois, le président Poutine il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous battre. Donc il dit compter sur la fatigue des Européens. L'usure des opinions publiques. Parce qu'on parle des États-Unis, mais je pense qu'aussi en Europe aussi, on peut avoir une usure de l'opinion publique qui dit, après tout, est-ce que cette guerre est gagnable ? Et donc, tout est là. Après... Les Russes alimentent le feu aussi, c'est-à-dire qu'à force de dire les pays baltiques, c'est notre territoire historique, la Pologne, c'est notre territoire historique, les déclarations bout de feu nucléaire, etc. Donc ça mobilise quand même l'opinion finalement européenne. Mais et aux États-Unis, les scénarios, il y en a 50. On peut avoir un président Trump avec une chambre démocrate, c'est pas totalement exclu non plus. Et donc on aurait une autre division. Donc ce qui est sûr, c'est que la fragilité politique américaine d'aujourd'hui, la guerre civile culturelle américaine, ça crée effectivement un enjeu pour l'Ukraine qui est un enjeu vital. Parce que si ça s'arrête, comme a dit Poutine il n'y a pas très longtemps, je crois avant-hier, il a dit c'est une question de semaines. Ça, c'est ce que dit effectivement Vladimir Poutine. Oui, Virginie, un tournant pour les Ukrainiens. On a l'impression, effectivement, on parle des États-Unis, mais il y a aussi cette élection en Slovaquie, donc avec ce Robert Fico qui devrait prendre la tête du gouvernement, qui, lui, a fait toute sa campagne pro-russe contre, justement, l'aide à l'Ukraine. Les Polonais commencent à contester parce qu'ils ne veulent pas importer de céréales ukrainiennes. Donc, c'est ce débat qui prend en Pologne à 15 jours des élections législatives. On voit bien qu'on est quand même, effectivement, à un tournant. Effectivement, il y a eu cette élection donc, de Robert Fico en Slovaquie, qui a été élu en plus suite à des fake news. On sait que c'est un pro-russe, on sait que la Russie surveille de près tous ces pays d'Europe centrale, la Slovaquie. Donc on sent bien que la Russie a un petit peu poussé à porter son aide à Robert Fico pour qu'il puisse gagner les élections. Et beaucoup de fake news. Énormément de fake news qui l'ont poussé au pouvoir et qui lui ont permis de gagner vraiment d'un cheveu par rapport à ses adversaires. Il y a aussi des pays comme le Monténégro et la Serbie où les Russes sont très présents. Et vous l'avez dit, on commence du coup effectivement à observer une lassitude de la part de certains peuples en Europe avec Robert Fico qui a fait toute sa campagne sur la fin de l'aide à l'Ukraine. Et ils l'ont dit aujourd'hui, ils ont dit pour l'instant ce sera suspendu provisoirement en attendant que leur parlement soit nommé. Sur la Pologne, c'est un autre problème, c'est le problème des céréales. La Pologne a énormément soutenu l'Ukraine, ils ont envoyé beaucoup d'armes, ils les soutiennent, ça c'est un fait. Ensuite, il y a eu ce problème avec les céréales où l'arrivée des céréales ukrainiennes en Pologne fait chuter les prix et la Pologne ne veut pas accepter ça pour le moment. Et du coup, elle a lâché, elle a suspendu en tout cas sa livraison d'armes. Ils ont menacé et après ils sont un petit peu revenus en arrière en disant on ne fournira pas d'armes supplémentaires ou en tout cas pas d'armes neuves. Donc en tout cas, le signal était quand même un petit peu... on n'est pas exactement dans le discours polonais d'il y a un an. Enfin, c'est ça qu'on peut se dire. Patricia, voyez, ces élections, elles sont fondamentales pour l'Europe aussi. Ces élections en Pologne, dans même pas 15 jours, c'est le 15 octobre. C'est le 15 octobre et effectivement le discours polonais se comprend à l'aune de ces élections parce que la Pologne a un électorat qui est très rural, donc agriculteur, et qui effectivement, avec ces passages de céréales, qui n'auraient pas dû se retrouver sur les marchés polonais. Là, il y a eu, à mon avis, des détournements de céréales, parce que ces céréales devaient passer par la Pologne pour être exportées après. Non, alors là, il y a eu des détournements de convois qui font que ces céréales se sont retrouvées... Mais ils ont quand même dit qu'ils ne voulaient pas importer de céréales ukrainiennes. Qui se sont retrouvées sur les marchés polonais, donc les agriculteurs sont montés au créneau, et donc tout normalement, le Premier ministre, il fait campagne, il veut faire plaisir à son électorat et donc il monte. Mais je crois que tout ça va se calmer très vite une fois les élections passées. Et donc, on verra, ça dépend
qui gagnera. Oui, mais dans les deux cas, si vous voulez, il y a un traumatisme en Pologne par rapport à la Russie. Et je ne pense pas que le régime polonais, qu'il soit effectivement des nationalistes ou des plus libéraux, eh bien, change de comportement vis-à-vis de la Russie. Donc on retrouvera un climat plus apaisé de relations avec l'Ukraine. Ce n'est pas du tout pareil en ce qui concerne la Hongrie et bien sûr la Slovaquie, où là, il y a un vrai changement, un vrai tournant. Mais reste à savoir si en Slovaquie va réussir à construire cette gouvernement. Les dessins, Mr. T. Alors, je vous ai amené 3 dessins qui chroniquent ces premières ou ces nouvelles défaillances dans le soutien à l'Ukraine. Un premier dessin qui nous vient d'Italie, d'Emanuele Del Rosso, où l'on voit le futur Premier ministre Fico courtisant la Russie d'un côté à droite, mais de l'autre gardant la main tendue vers une Europe dont il ne renie ni l'aide ni la participation à l'OTAN depuis 2004. Donc un équilibre assez instable à l'extérieur, comme à l'intérieur d'ailleurs, parce qu'il n'est pas assuré d'avoir une coalition. Un second dessin du Belge Pierre Kroll, qui lui chronique les défaillances, ou les premières défaillances, ou les premières fissures européennes dans le soutien à l'Ukraine. Il a imaginé une scène au dernier sommet à Kiev des ministres des Affaires étrangères, avec Joseph Borrell qui leur pose la question, d'abord, est-ce que tout le monde est toujours OK pour soutenir l'Ukraine? Tout le monde répond sans embâche oui. Quand il s'agit de répondre à la question qui trouve que ça commence à durer un petit peu, ce silence montre, je trouve, assez bien le malaise qui commence à se créer au sein de... Là, c'est très clair, là. Ouais. Et un dernier dessin publié dans The Economist du dessinateur américain Cal, où l'on voit, et qui fera une bonne transition pour le sujet suivant, où l'on voit Poutine sur son trône, qui s'adresse à ses généraux, et qui lit un journal intitulé More Questions Ukraine Aid. Et il demande à ses généraux, est-ce que vous avez des nouvelles du front? Et les généraux de répondre, oui chef, nous sommes lentement mais sûrement en train de saper les lignes de défense, 3 petits points, au Parti républicain aux États-Unis. Au Parti républicain. Bon, on y va justement à Washington. C'est vrai que la transition est toute trouvée. À Washington, c'est clairement un peu le chaos. À Capitol Hill, le speaker républicain de la Chambre des représentants, donc Kevin McCarthy, a été littéralement évincé par les Trumpistes de son propre camp. Donald Trump a d'ailleurs évoqué un moment l'idée d'occuper temporairement le poste. Il soutient finalement un des potentiels successeurs, Jim Jordan, qui représente l'Ohio. On va écouter tout de même le président Joe Biden qui a réagi. Cette situation m'inquiète, mais je sais qu'il y a une majorité de membres à la Chambre et au Sénat des 2 partis qui ont déclaré qu'ils souhaitaient soutenir le financement de l'Ukraine. Je vais prononcer très prochainement un discours majeur pour expliquer pourquoi il est crucial pour les États-Unis et pour nos alliés que nous maintenions nos engagements. Il a tout de suite fait le lien, Joe Biden, entre cette aide en Ukraine contestée chez les Républicains et puis cette crise qui vraiment concerne le Parti républicain au Congrès. Le Pentagone a encore quelques semaines de fonds attribués, c'est-à-dire qu'ils peuvent dépenser en munitions, en armes, etc. J'ai vu un chiffre circuler aux alentours de 5 milliards et quelques de dollars, donc c'est pas négligeable, mais l'enjeu, on le disait dans le sujet d'avant, l'enjeu c'est que, d'abord, pour tous ces magas, la Make America Great Again, toute guerre extérieure, ça va loin dans l'histoire des États-Unis. Hein. Le non-interventionnisme a été une doctrine américaine très très importante et très structurante. On ne s'intéresse pas au reste du monde. Et eux, ils pensent que, un, on ne s'intéresse pas à l'Ukraine. Deux, finalement, Poutine, c'est pas si mal. Hein. C'est musculaire, c'est viril, c'est un peu ce qu'on devrait être, nous, réaccrochés à la religion. Trois, si on peut sérieusement mettre de l'huile sur la planche de Biden et des démocrates, pourquoi pas. Et 4, si on peut aussi flinguer les républicains modérés qui sont plutôt pro-guerre, ça serait très bien aussi. Donc on voit que cette force est structurante. Mais ce qui est spectaculaire, c'est que c'est une trentaine, quarantaine de députés. Ils ont été soutenus par les démocrates, parce que les démocrates ont réglé un compte avec McCarthy, mais c'est pas... En fait, mais ça a suffi pour avoir cette aide. Parce que les démocrates ont voté la chute du speaker. Sinon, ils étaient 35 ou 40 à la voter, ils n'allaient pas très loin. Donc le problème,
et tout le monde le dit depuis des mois et des mois et des mois, depuis le Trumpisme, c'est quoi le Parti républicain? Qu'est-ce qui reste du Parti républicain? Et ça nous fait penser un peu en France, qu'est-ce qui reste des républicains en France? Enfin, quelle doctrine, sur quoi s'appuie le républicanisme modéré aujourd'hui? Sur pas grand-chose. Alors il reste la droite pure, dure, nihiliste, parce qu'elle est un peu comme ça, et probablement un centre mou aux États-Unis, mais que personne n'arrive à faire émerger parce qu'ils ont une culture bipartisane qui est très inscrite, et personne n'a le courage de dire allons vers une espèce d'un centre où certains démocrates et certains républicains pourraient se retrouver sur un certain nombre de valeurs partagées, puisque entre la droite des démocrates et la gauche des républicains, c'est quand même très très kiff-kiff. Hein. Oui, mais en tout cas, là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un certain Matt Gaetz qui est sorti. Finalement, il a son heure de gloire. Hein, tout d'un coup, il a gagné en notoriété, on peut le dire, puisque c'est lui qui, finalement, a déposé cette fameuse motion contre Kevin McCarthy. Mais il y a quand même beaucoup d'élus républicains qui siégeaient déjà, d'ailleurs, le 6 janvier 2021, qui sont toujours au sein du Congrès. Mais c'est vrai que les Américains vous disent, Virginie, finalement, c'était très personnel. C'est aussi pour Matt Gaetz, c'était pour avoir son heure de gloire, et c'est pour ça qu'il l'a fait. Hein. Alors, vous posiez la question de qu'est-ce qui reste des républicains aux États-Unis. J'ai envie de vous dire, il y en a un qui s'amuse beaucoup en ce moment, c'est Donald Trump. Je ne sais pas si vous avez vu, il a proposé, et se dit, après tout, s'il y a un poste vacant, poste de speaker, si je peux aider... Et en théorie, il pourrait, d'après ce que j'ai entendu dire, il pourrait. Plutôt la Constitution ne lui interdit pas de prendre ce poste. Au sein des Républicains, certains lui ont quand même rappelé qu'il avait plusieurs inculpations en cours, et que donc ça serait probablement quand même difficile pour lui de prendre la tête de la Chambre des représentants. En tout cas... dans la perspective des élections et de la primaire de 2024, il place une nouvelle fois ses pions. Après, le speaker savait qu'il était en sursis. On avait vu la façon dont il avait été élu. Ça avait pris plusieurs jours, il y avait eu plusieurs tours, et à chaque fois, ça s'est joué à une dizaine de voix près. Donc là, cette fois, ça n'est pas passé pour lui. Vote historique, quand même. Oui, Patricia, vote historique, c'est vrai. Alors qu'il avait un petit peu signé, effectivement, sa chute. Hein. En démarrant, il y avait en fait un règlement qui permettait de finalement l'évincer assez facilement par un vote. C'est arrivé. Ah oui, c'est les plus irresponsables des MAGA, comme on dit quand même, parce que c'est que 8 d'entre eux des républicains. C'est rien, c'est une poignée qui l'a entraîné dans sa chute. Mais cette chute, elle était annoncée. Parce que tout de suite, effectivement, ces extrémistes, on peut dire, ces populistes qui veulent casser l'État fédéral. Ils ne veulent plus d'État. Ça fait aussi partie de ce fond de l'Amérique profonde qui ne veut pas d'État centralisateur, qui veulent vivre leur indépendance avec leurs armes et faire la loi. Enfin, c'est le Far West. Et donc, dans ce Far West-là, eh bien, ce qui se passe depuis l'élection de ce speaker en janvier ressemble à une série western avec chaque fois des rebondissements. Il y en a eu en mars, enfin, c'est régulier et ça prouve à quel point cette démocratie aujourd'hui américaine est fragile. À un an, en tout cas, des élections, hein, Ziad. Il faut 44% d'opinion favorable pour Biden, 44% d'opinion favorable pour Trump. Enfin, ils sont clairement au coude à coude. Trump n'est toujours pas, d'ailleurs, il faut le rappeler, hein, le candidat officiel des Républicains. Et Biden est candidat, pour l'instant, il n'est pas non plus passé par la case primaire. Mais a priori, on se dirige vers un duel... C'est le sondage consternant. C'est-à-dire que, vous le rappeliez, 90 chefs d'inculpation. Les derniers étant d'ailleurs assez humiliants pour lui, parce que c'est tout l'aura du business, de l'homme d'affaires, du type qui a fait New York, les tours et tout, qui est remis en cause et c'est dévoilé, enfin, cette espèce de trafiquant de chiffres, de comptabilité. D'ailleurs, il n'est pas content. Oui, mais donc, et donc on est sur des bases de sondage de quelque chose qui va se passer dans un an, en novembre. Et tout peut arriver. En plus, on est dans un scénario où tout peut arriver. C'est-à-dire, il peut y avoir Trump définitivement empêché, voire même en prison, parce que sur certains dossiers, c'est vraiment chaud. Ce qui ne l'empêche pas le dernier en question, c'est que... de candidater quand même. Hein. Oui, oui, mais bon, quand même, là, en prison, on rentrerait quand même dans la Twilight Zone, comme disait la série fameuse. Il peut y avoir un problème de santé chez les deux, qui ne sont pas tout jeunes, 77 et 80. Il peut y avoir des tentatives. Il est question d'un troisième candidat indépendant qui serait soutenu par un qui peut aller bouffer les 5% ou 6% qui comptent, l'héritier Kennedy qui est un petit peu pas très clair dans sa tête. Donc ça, c'est côté on démocrate. est le pays le plus puissant du monde, le cœur de la démocratie libérale, le cœur du capitalisme, le cœur de l'Occident est totalement à la dérive,
avec cette sensation que ça pourrait nous retomber sur la figure. L'Ukraine, l'Europe, l'OTAN... si Trump est réélu, il y aura quand même un vrai changement. Oui, mais encore une fois, on part toujours de l'idée qu'il n'y a que le président, mais c'est une élection générale. C'est-à-dire qu'il y a tous les membres de la Chambre des représentants, la moitié du Sénat, ou le quart ou la moitié, je ne sais plus, et le président. Donc il peut y avoir des outcomes, des résultats totalement contradictoires. Et c'est vrai que c'est majeur pour l'Europe, c'est majeur pour l'Ukraine, et c'est la raison pour laquelle on en revient donc au tout début, que Volodymyr Zelensky se dit, si Trump, il l'a dit clairement, si Trump est élu, eh bien ça sera très difficile pour mon pays. C'est ce qu'attend la Russie d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Vladimir Poutine hier. Je ne sais plus quelle formule il a eue, mais il a dit, en gros, si aujourd'hui il n'y avait pas l'aide américaine à l'Ukraine, les Ukrainiens perdraient la guerre dans les 15 jours. Donc on sait que Moscou joue la montre. Ils attendent de voir si ça s'érode. On sait que là, effectivement, avec les élections en 2024, il y a un risque que cette aide diminue. Est-ce qu'elle sera stoppée? Là, on ne sait pas, on peut poser la question. Et on voit aussi qu'en Europe, il y a quelques fissures. Il y a même, au niveau de l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne, des pays qui commencent à tirer un petit peu en arrière, qui disent qu'il ne faut pas leur donner de passe-droit aux Ukrainiens. Mais tout peut se passer en un an, hein, ce que disait Ziad, et c'est en fait ce que disent... Tout peut se passer, mais si l'Amérique change et si c'est Trump qui vient, effectivement, là, on verra la guerre en Europe beaucoup plus. Aujourd'hui, on est protégé par le paravent américain, en quelque sorte par le parapluie américain, et donc cette guerre nous semble encore un peu loin, finalement. Après, il reste l'OTAN quand même. Si cette guerre, si c'est Trump, eh bien là, on aura la guerre vraiment en Europe. Les dessins. Alors, Trump est toujours un sujet très fécond pour les dessinateurs. Je vous ai sélectionné trois dessins qui s'avèrent répondre assez bien aux deux questions qui ont été posées à l'instant. Un premier sur l'interventionnisme ou le non-interventionnisme du dessinateur franco-tunisien Mikaya, où l'on voit ce qu'on imagine être une main sortant des décombres ukrainiennes, d'une ville ukrainienne, et qui se demande c'est quoi le shutdown. Donc effectivement... Le blocage législatif est sauvé, mais à quel prix? Et c'est pas très important pour quelqu'un qui se trouve sous les décombres ukrainiens. Un second dessin qui commence à répondre à la question que reste-t-il du Parti républicain? Un dessin qui nous vient du Nicaragua, du dessinateur Pedro Molina, et qui montre Matt Gaetz, donc le fameux représentant élu à la Chambre basse qui a déposé la motion de censure, et qui semble juste avoir un objectif, qui est s'attaquer aux libéraux, enfin aux libéraux en termes anglais, donc aux progressistes, qu'ils soient de son camp d'ailleurs ou démocrates, quel qu'en soit le prix, et exemplairement le prix, comme on voyait tout à l'heure, en Ukraine. Il a l'air très méchant. Hein. Ouais. Il est tout vert. Il est tout vert. Hein. Et un dernier dessin qui, je trouvais, résume assez bien cette séquence du dessinateur franco-anglo-australien Vado, sur l'incendiaire incendié, le Parti républicain qui a créé un Trump, qui a lancé un Trump il y a quelques années, et un Trump qui se retourne quasiment contre lui et qui le fait imploser au Congrès. Donc je trouve que c'est un dessin qui arrive à mixer ces trois images, ces trois métaphores assez finement. La lampe d'Aladin. Avec la lampe d'Aladin, et je crois, alors il faudrait vérifier avec le dessinateur, mais que le couvercle de la lampe d'Aladin est le couvercle du Capitole. L'Arménie, qui accueille ces 100 000 réfugiés arméniens du Haut-Karabakh et qui craint pour sa sécurité. L'Azerbaïdjan est en position de force. Catherine Colonna, la chef de la diplomatie française, a annoncé un soutien militaire de la France à l'Arménie. Elle était en déplacement à Yerevan cette semaine. Mais il n'est pas question de sanctions contre Bakou, a donc précisé Emmanuel Macron. On écoute Catherine Colonna lorsqu'elle était justement sur place à Yerevan, puis Emmanuel Macron cette semaine au sommet européen de Grenade en Espagne. Je voudrais indiquer publiquement que la France a donné son accord à la conclusion de contrats futurs forgés avec l'Arménie qui permettront la livraison de matériel militaire à l'Arménie pour qu'elle puisse assurer sa défense. Ce n'est pas la France qui a un problème avec l'Azerbaïdjan, c'est l'Azerbaïdjan qui a un problème aujourd'hui avec les engagements qu'elle prend, avec le respect de sa propre parole et avec le respect du droit international. Le temps n'est pas aux sanctions, parce qu'elles seraient contre-productives et elles ne permettraient pas au mieux de protéger justement le territoire arménien et ses populations. Le temps, il est à l'exigence, à la clarté
à l'engagement, y compris au soutien d'ailleurs, sous des formes militaires que la France a choisies et qu'elle a assumées, mais pas aux sanctions, parce qu'il nous faut continuer de discuter avec l'Azerbaïdjan. Virginie, l'Arménie est-elle en danger? Oui, ça c'est un fait. Clairement, c'est la peur des Arméniens. Est-ce qu'elle peut assurer sa sécurité? Ça c'est la vraie question. Alors, est-ce qu'elle peut assurer sa sécurité? Je pense que la question aujourd'hui est non, parce que sans le grand frère russe, sans les Russes, elle ne peut rien. L'Arménie, ces derniers temps, ces dernières années, a tourné le dos à la Russie, qui le lui a bien rendu sur le Haut-Karabakh. On a l'impression que c'était un lâchage russe plus que l'inverse, mais vous dites que c'est l'inverse. Ah, moi, je pense que l'Arménie a demandé à plusieurs reprises, en réalité, l'aide militaire de la Russie. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont liés par un accord de défense avec l'Arménie, la Biélorussie et puis des pays d'Asie centrale. Quand l'Azerbaïdjan a grignoté à plusieurs reprises du territoire arménien, là, je ne vous parle même pas du Haut-Karabakh, je vous parle des frontières sud de l'Arménie. Il y a régulièrement des incursions. En fait, l'Azerbaïdjan veut prendre le sud de l'Arménie, on le voit très bien sur votre carte. On voit l'Azerbaïdjan, et vous voyez le sud de l'Arménie avec en rose le projet de corridor de Zangezur, ça fait une 30aine de kilomètres. Et de l'autre côté, l'exclave, c'est comme ça qu'on dit, du Nakhitchevan, puisque c'est du territoire de l'Azerbaïdjan. Et la Turquie souhaiterait, avec l'Azerbaïdjan, réaliser un grand corridor reliant la Turquie, le Nakhitchevan, en passant par ce projet de corridor de Zangezur et l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a attaqué le Haut-Karabakh, ça n'a pas duré longtemps, en 24 heures c'était plié, les réfugiés sont rentrés en Arménie et aujourd'hui on se demande jusqu'où ira le président Ilham Aliyev parce qu'effectivement son objectif, il a toujours dit, c'est prendre le sud de l'Arménie qui s'appelle la région du Sunnik, vous voyez ça fait une bande de terre et la crainte des Arméniens c'est qu'effectivement aujourd'hui l'Azerbaïdjan lance l'offensive. Et ils n'ont plus d'alliés russe. Donc ça, clairement, la Russie, qui était une sorte de médiateur auparavant, un peu entre les deux pays... C'est eux qui avaient négocié les accords de paix de 2020. C'est ça, il a choisi cette fois l'Azerbaïdjan. En tout cas, elle a choisi en tout cas de ne vraiment pas intervenir. Et là, avec l'Arménie qui rejoint le traité, le nouveau traité, et qui rejoint la Cour pénale internationale, finalement, qui signe ce traité. Elle devient membre. Elle en devient membre. Eh bien, effectivement, Moscou est encore plus... remonter, enfin, se désengage de plus en plus vis-à-vis de l'Arménie. Mais le conflit est complètement global parce qu'il y a de multiples acteurs. Il y a Israël qui soutient aussi l'Azerbaïdjan. Qui livrent des armes. Les Russes, Israël. Et puis, il y a l'Iran qui... Des coalitions improbables. L'Iran qui soutient l'Arménie. Mais en Iran, il y a... Alors, est-ce que s'il y avait finalement une attaque azérie contre l'Arménie, est-ce que l'Iran rentrerait en jeu? Mais dans ce cas-là, que ferait Israël? Parce qu'Israël espionne l'Iran grâce à l'Azerbaïdjan. Enfin, c'est un monde totalement imbriqué, qui va totalement au-delà de ce qu'on pourrait appeler les alliances traditionnelles. Les chrétiens avec les chrétiens, les musulmans sunnites avec les musulmans sunnites, contre les chiites. Non, tout ça est rebattu pour d'autres intérêts qui sont cette fois-ci très économiques. Économiques quand même, hein, Ziad. Oui, enfin... Et puis idéologique. La France aussi, qui s'est engagée donc à livrer des armes à l'Arménie, bon, elle est un peu seule. Elle est seule parce que c'est un problème largement... Enfin, d'abord, il y a un lien historique, et puis c'est un problème, on en parlait un petit peu, politique en France. C'est-à-dire qu'il y a une présence arménienne très structurée, avec des personnalités connues, et donc il faut pouvoir répondre à cette anxiété. Après, cette histoire d'imbrication remonte loin. En révisant, j'ai vu que c'est Staline qui avait arbitré. Donc on remonte très loin sur le Haut-Karabakh, une décision de Staline. Voilà. Et donc, divisé pour mieux régner, Staline. Exactement. Donc on est dans les décombres de l'Empire soviétique, on est dans des nouvelles alliances. Sur les dangers du futur, il y a juste une chose, c'est que dans le cas du Haut-Karabakh, les Azéris peuvent toujours dire que le droit international est de leur côté. Le coup de force aussi, ils l'ont mené, mais bon, comme la communauté avait dit, le Haut-Karabakh, c'est azéri, normalement, donc ils peuvent toujours le dire. Par contre, s'ils commencent à toucher le sud de l'Arménie d'aujourd'hui, là, on sort du droit international, on rentre dans une politique d'agression, et là, peut-être que ces imbrications peuvent aussi être... Enfin, ça peut se déséquilibrer. Et je pense que les gens de... Je pense qu'à Bakou, l'objectif essentiel, consubstantiel, c'était le Karabakh. C'est ce territoire qu'on a perdu. L'objectif à très long terme, peut-être le corridor, etc. Mais je vois pas aujourd'hui l'Azerbaïdjan prendre une politique de risque
majeur, d'autant plus qu'on a besoin d'eux, on va rentrer en hiver, on a besoin de gaz, on a besoin de pétrole, on a besoin que la Turquie reste à peu près un acteur raisonnable, etc. Donc, ils savent tout ça, mais s'ils sortent du droit, ils sont en danger. De manière imminente. S'ils sortent du droit, ils sont dans une situation difficile eux-mêmes. Juste sur le plan du droit, ils occupent quand même une partie des petites poches en Arménie. Enfin, vous me direz, 150 les incursions, kilomètres. Vous savez qu'il y a 150 km² qui ont été pris sur les frontières internationales de l'Arménie, qui ne font pas du tout partie du Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan a avancé et n'a jamais été sanctionné. Juste une précision sur les livraisons d'armes. En fait, Catherine Colonna n'a pas annoncé de futures livraisons d'armes. Elle a ouvert la voie à de possibles futurs contrats. Si vous voulez, c'est un avertissement qui est plutôt diplomatique vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. La France n'est pas encore prête à livrer directement des armes à l'Arménie. Et en tout cas, elle ne sanctionnera pas l'Azerbaïdjan. Donc du coup, qui sont les alliés de l'Arménie pour en revenir à cette question de comment peut-elle garantir sa sécurité? Ce qui est compliqué aujourd'hui pour la France, c'est que la France plaide pour des sanctions, mais il faut être ni trop mou ni trop dur. C'est-à-dire, si on est trop mou, le président Aliyev pourra avoir des velléités d'avancer un peu plus en Arménie. Et si on est trop dur, les alliés européens ne suivront pas précisément à cause du gaz, puisqu'on a signé un contrat d'accord avec eux et qu'on a prévu de doubler les importations de gaz d'Azerbaïdjan. Et d'ailleurs, dans ce lot-là, il y a aussi du gaz russe d'ici 2027. On est rentré dans une époque où les rapports de force sont très importants. La réalité aujourd'hui, si vous êtes en France, vous regardez la région, c'est qui gouverne, qui gère, c'est Bakou et Ankara. Et vous avez cet axe-là qui tient cette région. Et vous avez des ressources pétrolières et gazières. Donc c'est difficile. Il y a des forts, il y a des faibles. On est obligé. On parlait de réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'Arménie est dans une position de faiblesse. Exactement. Et qu'elle a donc besoin du maximum de diplomatie pour montrer des lignes rouges à cet axe fort, pour leur dire, au-delà de ça, votre politique n'est plus valable. Mais le Haut-Karabakh a été passé par perte et profit. Moi, je pense que c'est la dure réalité, mais c'est la réalité. Et ça avait été acté depuis longtemps, parce que le Haut-Karabakh, on ne l'a pas découvert le jour de l'offensive azérie. C'est de guerre. C'est d'abord de guerre, et puis ça faisait quand même 7 mois qu'il y avait ce blocus, et donc tout le monde savait que ce blocus était pour une raison très précise. C'était pour en finir. Virginie. On les a vus sortir totalement émaciés d'ailleurs. C'était une catastrophe. Il commençait à y avoir des premiers morts de faim. C'était le cas au mois d'août. Une personne était décédée de faim faute de nourriture dans le Haut-Karabakh. Donc elle a raison d'avoir peur, en tout cas l'Arménie. Pour répondre à vos questions sur les alliés, effectivement, l'Arménie aujourd'hui paraît plus isolée que jamais. Le dernier allié dans la région, dans cette configuration extrêmement compliquée, c'est l'Iran. Les Iraniens ont dit effectivement c'est une ligne rouge. Si vous prenez aujourd'hui ce couloir du Zangezur, eux ils ne le souhaitent pas parce que c'est une voie économique très importante en direction du nord qui leur ouvre la voie vers la Géorgie et la Russie. Donc pour eux c'est hors de question. Maintenant, sur qui peut s'appuyer l'Arménie à part l'Iran? Un peu la France qui les soutient avec prudence. Oui, avec prudence. Et l'Iran aussi, parce qu'ils ont une forte communauté azérie et qui est remuante. Donc, 10 millions de personnes. Donc effectivement, ils n'ont pas intérêt à ce qu'ils aient des velléités d'indépendance, eux aussi. Des dessins. Alors essayons de résumer cette discussion et cette crise en 3 dessins. Un premier qui illustre de manière assez glaçante la situation et la menace qui pèse sur le Sud, comme on en parlait il y a un instant, et qui trace un parallèle évident entre le premier génocide et ce qui se passe aujourd'hui et ce qui risque de se passer dans les semaines et les mois à venir. Un dessin de Kishka, dessinateur israélien. Un second dessin qui vient des Pays-Bas, de Volterink, et qui essaie de montrer les forces en puissance dans cette séquence, avec une métaphore animale qui est toujours très efficace, notamment dans un contexte où les alliances, comme il était mentionné, sont assez baroques. Donc on voit sur la droite un espèce de poisson carnivore qui avale le Karabakh. La communauté internationale qui semble faire demi-tour et siffloter de peur de son ombre, en tout cas de peur de l'ombre russe. Le squale russe qui, lâchant l'Arménie, apparaît en arrière-plan. Et on a reconnu le drapeau, sur le plus gros poisson, le plus carnivore de tous. C'est quand même la Turquie. C'est quand même la Turquie, oui. Et un troisième dessin, alors un peu plus léger, mais qui répond peut-être ou fait peut-être écho à la discussion qu'on avait sur l'avertissement diplomatique, un peu léger.
avec un soldat arménien à gauche qui se demande « mais c'est pas des armes qu'on nous livre là, venant de France ?» Et le soldat français qui lui répond « non, non, mieux des punaises de lit. Quand l'Arménie sera infestée, ils n'oseront plus nous attaquer. » Effectivement, les punaises de lit ont un peu... il fallait la placer quand même, la punaise de lit dans l'émission. On passe à Haïti rapidement. Le Conseil de sécurité de l'ONU qui a donné son feu vert à l'envoi d'une force internationale menée par le Kenya pour aider la police face aux gangs en Haïti qui contrôlent une grande partie de Port-au-Prince. Cette mission est demandée d'ailleurs par le Premier ministre haïtien. La résolution a été adoptée par 13 voix pour, 2 abstentions, celle de la Chine et de la Russie. Le Kenya a promis 1000 policiers. Le ministre des Affaires étrangères haïtien d'ailleurs a évoqué une résolution à portée historique. On va écouter le président kényan, William Ruto. Pour nous, au Kenya, cette mission revêt une importance particulière et une urgence cruciale. Nous avons fait l'expérience de la force du colonialisme, ainsi que de la lutte longue, difficile et frustrante pour la liberté, contre ceux qui peuvent influencer les institutions internationales pour faire échouer la justice. Ziad, quel est ce rôle quand même assez incroyable du Kenya, tout d'un coup d'envoyer effectivement 1000 soldats pour former les soldats en Haïti, une police qui d'ailleurs est contestée au sein même du pays? Il y a tellement de choses dans cette histoire. Oui, beaucoup de choses. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a de la volonté de William Ruto de se créer un espace international sur un dossier dont il ne faut pas sous-estimer la force émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de lien avec cette République d'Haïti, les Afro-descendants, qui a été une république libre, un peu comme Saint-Domingue. Et donc, nous, Africains contemporains modernes, on doit pouvoir tendre la main et le Kenya prend ce chemin. Chemin très contesté par l'opposition kenyane qui dit on n'est pas du tout équipé, on ne va pas y arriver, etc. La deuxième chose, c'est le couple Washington-Nairobi, parce que c'est totalement une opération Washington-Nairobi. Totalement. Et les Américains investissent sur le Kenya, beaucoup, militairement, des bases, de l'argent, visite du secrétaire d'État récente, Lloyd Austin. Donc, voilà, donc il y a un choix stratégique américain en Afrique de l'Est, la place. Il y a Djibouti en haut avec la base et il y a Nairobi au plus au sud. Après, il y a le drame haïtien, on peut en parler des heures, et il y a le fait qu'on va envoyer quand même, c'est une grande première dans l'histoire des Nations Unies et on va voir ce que ça donne, on va envoyer des gens faire la police. C'est pas une résolution de conflit, c'est pas une entre deux armées, c'est d'aller se battre contre des gangs urbains qui tiennent des bidonvilles dont on ne mesure pas en France la dureté et la pauvreté. Et donc, il y a des images là. Et donc, il va falloir aller s'attaquer à des gang leaders qui n'ont aucun état d'âme puisqu'ils massacrent leur propre population depuis des années. Et donc, c'est là qu'il y a un vrai risque pour tout le monde. C'est est-ce que la solution... Peut-être qu'il fallait essayer cette option, mais faire la police, on n'a jamais vu ça. Images, il y a des groupes autodéfense qui se créent, Patricia, en Haïti, parce que justement, il y a une déliquescence de l'État. Alors, ce qui est intéressant dans cette... quand même aussi, on a abandonné ce pays avec, dans les grandes largeurs. Je ne veux pas rappeler le tremblement de terre et les histoires précédentes, mais un pays qui a vécu ce qu'il a vécu avec le tremblement de terre ne pouvait pas, dans son état de fragilité économique et sociale, remonter... dans son état aussi de corruption extrême. Oui. Il y a une mission des Nations Unies qui est restée très longtemps, qui est partie, qui a quitté le pays. Qui a amené le choléra. Il y a eu du positif et du négatif. Mais là, en l'occurrence, ça n'est pas une force des Nations Unies. C'est vraiment effectivement une force pour l'instant kenyane, avec pour l'instant un certain nombre de pays des Caraïbes. Il y en aura peut-être d'autres. Oui. Et il y a juste une décision. Elle est couverte par les Nations Unies, mais ça n'est pas une force comme la MINUSTAH, justement. Non, parce que la MINUSTAH avait laissé des souvenirs... apocalyptique avec effectivement le choléra, les viols, etc. et une très mauvaise gestion durant toutes les années. Donc ça, c'était pas possible. Il n'était pas non plus possible que les États-Unis interviennent directement parce qu'il y a vraiment un ressentiment à l'encontre des États-Unis qui est très très fort en Haïti. Donc les États-Unis qui sont dans une opération de charme vis-à-vis de l'Afrique et surtout une opération sécuritaire parce qu'il n'y a pas qu'au Kenya où ils lancent leurs atouts, si vous voulez, pour aider les pays sur un plan sécuritaire. Il y a d'autres pays. Eh bien, les États-Unis là vont être en backup, en quelque sorte, en background, c'est-à-dire qu'ils vont laisser la police agir. Alors, comment va-t-elle agir? Parce que franchement, pour cette police kenyane qui va aider les 12 000 policiers déjà qui existent en Haïti à désarmer les gangs, dont les gangs du G9, etc., qui sont pratiquement
vice-ministre, Premier ministre bis, très organisé, etc. Avec des leaders bon qui ont vraiment pignon sur rue, que tout le monde connaît, qui sont très puissants. Mais qui sont comme des premiers ministres de la rue, en quelque sorte. Et donc là, les États-Unis sont en backup avec la finance, les armements et aussi de l'aide alimentaire et pour la santé. Mais Virginie, ils ne veulent pas se mettre en premier. Rapidement, Virginie, un mot peut-être. C'est vrai. On voit là les images de Port-au-Prince, qui est une ville aujourd'hui complètement assiégée par les gangs. Haïti produit des fruits et des légumes, par exemple, et les gens n'ont plus rien à manger dans les rues de Port-au-Prince. Il y a 5 millions de personnes dans le pays, c'est à peu près la moitié des habitants d'Haïti, qui souffrent aujourd'hui de malnutrition. Et cette population, elle voit à la fois, je pense que les sentiments chez eux sont très partagés, cette force multinationale arriver, oui, parce qu'ils ont besoin qu'on les aide, parce qu'ils vivent dans une terreur absolue. Et en même temps, ils ont peur aussi que cette aide internationale aide le Premier ministre Ariel Henry à rester aujourd'hui au pouvoir. Lui qui est arrivé au pouvoir après l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. Ariel Henry aujourd'hui essaie de repousser au maximum les élections. Le système est totalement corrompu. Il y a un jeu politique qui se joue en ce moment avec les gangs. On ne sait pas très bien ce qui se passe entre le pouvoir et les gangs. Et la population assiste à tout ça complètement impuissante. Alors évidemment, ils espèrent qu'on va pouvoir les aider et on verra ce que donnera cette mission internationale. Mr. T, les dessins. Alors pour finir, j'ai 3 dessins qui à nouveau vont tenter de résumer la situation en essayant de finir par une petite note légère. Un premier dessin qui vient du Brésil, du dessinateur Amorim, qui résume, je trouve, assez bien la tâche de l'ONU et qui explique peut-être pourquoi l'ONU a tant tardé à dépêcher une force à la tête de laquelle sera sur le Kenya. Où on voit un casque bleu mettre le pied dans une espèce de bourbier de gang et de guérilla urbaine. Un second dessin de Mehdi, qui là s'aposante un peu plus sur la position kenyane et montre que effectivement la force de 1000 hommes kenyans semble disproportionnée par rapport à l'ampleur des problèmes, à l'ampleur de la violence à laquelle ils vont faire face pour faire la police, comme vous le disiez. Et un dernier dessin qui nous vient de France, voici de Rodot. Une fois n'est pas coutume, je voulais finir avec une note un peu plus légère, mais pas moins désespérante pour autant, avec effectivement un pays, Haïti, qui, après les tremblements de terre, les gangs, les épidémies, la dictature, la pauvreté, il s'avère qu'ils sont maudits. Échangent ces deux négociateurs à l'ONU. Il faut envoyer un exorciste. C'est envoyer un exorciste, effectivement. Un dernier mot quand même avant de se quitter sur la Nobel de la paix. Donc, le Nobel de la paix qui a couronné donc, cette militante iranienne, Narges Mohammadi, qui est actuellement emprisonnée donc, en Iran. Elle est une militante de 51 ans. Elle a été récompensée pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran et pour sa lutte pour la promotion des droits humains et la liberté pour tous. C'est ce qu'a dit la présidente du comité Nobel. C'est un choix très fort, a dit Emmanuel Macron. C'est vrai que c'est un choix très fort, Patricia. Un peu plus d'un an après la mort de Mahsa Amini. Oui, mais c'est un choix qui est aussi fort aussi fort qu'est notre impuissance, j'ai envie de dire, par rapport à la situation. Parce qu'on voit bien depuis un an, ces femmes se battent. Encore aujourd'hui ou hier, il y en a une qui a été molestée par les femmes chargées d'appliquer la loi vestimentaire islamique. En théorie, c'est ce qu'il est dit. Cette jeune femme serait dans le coma. Et ces femmes se battent depuis un an. Elles continuent de se battre. Elle se bat en prison. Les hommes les soutiennent. D'ailleurs, elle défend des hommes. Et nos pays, on est dans une impuissance totale pour l'instant. On regarde et on ne fait rien. Moi, juste un mot sur le courage, en fait. C'est toujours des prix qui me stupéfait sur la capacité de certains à avoir le courage d'affronter un système. Elle fait des allers-retours permanents en prison. Son mari est ici, ses enfants sont ici. Et elle continue à se battre. Et je trouve ça... ça nous aide, en fait. C'est des gens qui nous aident à garder aussi nos principes, un peu de ne pas sombrer dans le pur... le cynisme et l'ironie. Et réel politique. Narges Mohammadi, un tout petit mot. Elle aurait pu quitter le pays depuis longtemps et elle a refusé de le faire. On a reçu tout à l'heure son fils à Radio France qui nous a raconté ça. Et ça lui permet à elle aujourd'hui, le fait de ne pas partir, de ne pas signer d'aveu, de dénoncer le système depuis la prison d'Evin, de l'intérieur, où elle continue à parler, elle continue à se battre pour les droits de ses co-détenus et aussi, vous l'avez dit, des hommes. Merci beaucoup Virginie Pironneau, Patricia Lémonière, Ziad Lima, merci Mr. T.
Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur France 24. On se retrouve lundi. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux et en podcast. L'exceptionnel, ce n'est pas d'accueillir et de veiller sur 10 millions de spectateurs. L'exceptionnel, ce n'est pas non plus d'être à l'écoute de Julie ou de protéger Inès. L'exceptionnel, ce n'est pas d'être présent dans tous les territoires. Non, l'exceptionnel, c'est de le faire tous les jours, avec le même professionnalisme, la même détermination, la même bienveillance. Pour vivre l'exceptionnel au quotidien, rejoignez les forces du ministère de l'Intérieur. J'aurais besoin d'un prêt pour rénover mon toit. Avec la pluie, j'ai peur qu'il finisse en gruyère. Ah, dommage. L'humidité, c'est top pour l'affinage du gruyère. La météo avec Carrefour Banque. Vos services financiers. Carrefour, bien plus que des courses. Peu importe le temps, regardez la météo avec Jotule, fabricant de poêles et cheminées scandinaves depuis 1853.